Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo. Dans quelques instants, dans Destination Monte-Carlo, nous parlerons d'énergie renouvelable grâce à la Chambre des énergies renouvelables de Monaco. Éric Villalonga, bonjour, bienvenue dans Destination Monte-Carlo. Merci à vous de m'avoir invité. Alors vous êtes président de la Chambre des énergies renouvelables et de l'écologie à Monaco. Pouvez-vous nous présenter ses objectifs ? Oui, alors la Chambre des énergies renouvelables et de l'écologie de Monaco, et j'insiste bien sur l'écologie aussi, est une entité qui a pour objet de fédérer les entreprises monégasques qui ont trait aux énergies renouvelables, au développement durable, à l'économie d'énergie et à l'écologie. Et principalement, bien évidemment, en Principauté de Monaco. Alors aujourd'hui, quelles sont les principales énergies propres et renouvelables qui méritent d'être développées à grande échelle ? Alors aujourd'hui, nous avons des énergies qui sont déjà existantes, notamment le photovoltaïque, l'énergie qui est produite par le soleil, l'éolienne, l'énergie qui est produite par le vent, mais il y a deux autres types d'énergie qui ont le vent en poupe, je dirais, en restant dans cette parabole. Il y a la biomasse, d'une part, qui consiste à récupérer des intrants, ou tout simplement des déchets, pour pouvoir les transformer en matière fissible qui soit tout simplement productrice d'énergie. Et puis, il y a également ce qu'on appelle les hydroliennes. Ce sont des pales qui sont mises sous l'eau, sur des tracés de courants sous-marins, en mer ou dans les océans, ou encore sur des rivières ou sur des fleuves. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qu'est la biomasse plus en détail et les hydroliennes ? Alors, la biomasse, je dirais, est un système en énergie renouvelable qui permet de pouvoir modifier les déchets, qu'ils soient végétaux, donc dus à l'agriculture ou au travail forestier, et puis les déchets qui sont des déchets issus d'agglomération, donc les déchets urbains, et les déchets que l'on retrouve tout simplement dans vos poubelles, qui permettent eux d'être brûlés et de créer de l'énergie, mais ce fait de brûler ces intrants rentre dans tout un processus où d'abord il y a un phénomène de méthanisation où les déchets sont récupérés, compactés, collectés, et puis ensuite sont dans un système de macération qui va faire que du méthane va en être dégagé et va produire de l'énergie, tout simplement. C'est une forme de recyclage, finalement. Voilà, mais ça rentre ce n'est pas le recyclage en lui-même, mais ça rentre dans un processus, en effet, de recyclage. De transformation, quelque part. Oui, c'est de la transformation. Ça nous permet effectivement d'être un petit peu plus écologique et d'avoir une attitude plus verte au sein des cités, mais aussi d'un point de vue agriculture, ça permet tout simplement de n'avoir aucun déchet et de créer de l'électricité ou du froid dans le cadre de climatisation. Voilà. Et ça produit beaucoup d'électricité ? Alors, tout dépend du volume qui est engagé dans ce type de système, mais ça peut produire, on peut avoir une centrale biomasse, je dirais, par quartier, sur plusieurs milliers d'habitants, et effectivement, on peut très bien être soulagé sur la production d'électricité grâce à ce type de centrale. Ah oui, quand même. Oui, tout à fait. Et alors, les hydroliennes, c'est bien ça ? Oui, ce sont tout simplement... Vous reprenez le même système que les éoliennes, cela ressemble aux éoliennes. Elles sont positionnées sur des courants, donc sur du fluide, le vent est un fluide. Les courants sous-marins sont des fluides également, qu'ils soient en rivière ou en mer, et elles sont positionnées sur ces courants. Et donc elles ont des capacités, elles sont de grandeur plus ou moins différentes en fonction bien évidemment des rivières, des fleuves ou des courants sous-marins, et elles permettent de créer de l'énergie. Ces pales sont donc dans le courant les anime, les fait tourner, et dans ce cas-là, vous avez une production d'électricité qui se fait immédiatement et surtout d'une façon pérenne. Contrairement au vent, ce type
d'éoliennes sous-marines ne sont pas sous-jacentes à une période de vent qu'on peut avoir en extérieur, mais les courants, eux, sont toujours actifs. C'est-à-dire un flux de rivière, le courant d'une rivière va avoir un débit qui va être conséquent et que l'on peut avoir en mémoire, en historique sur plusieurs années. On sait pertinemment que un débit de fleuve ne change pas comme ça du jour au lendemain, sauf en cas de crue. Donc on peut très bien se dire qu'on va avoir une vraie production d'électricité avec un vrai nombre de kilowatts qui vont ressortir à la sortie de ce type d'installation. Et en ce qui concerne les éoliennes, enfin les hydroliennes en mer, eh bien les courants marins sont constants et à ce niveau-là, il n'y a aucun souci également. Il y a une capacité de production d'électricité qui est cohérente sur du très long terme. Destination Monte-Carlo. Alors je suppose que toutes ces techniques ont été testées depuis longtemps déjà. Alors oui, elles sont testées depuis longtemps, elles sont connues depuis un certain temps, mais n'ont pas été ou ne sont pas forcément d'un point de vue économique toutes plébiscitées. C'est-à-dire que dans certaines régions du globe, les donnes en ce qui concerne le développement économique de certaines régions ne sont pas forcément, en adéquation avec les investissements qu'il faut faire pour mettre ce type de système en place. Aujourd'hui, on pourrait très bien fonctionner, à plus de 50% de notre capacité de production d'énergie avec ce type de système, mais ce n'est pas le cas parce que ce sont des investissements qui sont en général lourds, qui méritent d'être étudiés en amont via des bureaux d'études, mais qui sont aussi, très énergivores en ce qui concerne les calculs à faire sur place, les engins à mobiliser pour pouvoir faire justement ce type de sondage, etc. Bon, aujourd'hui, on a, une possibilité que de mettre cela en place avec des moyens qui sont tous connus. C'est uniquement une question, d'investissement qui se pose. Et puis, bien évidemment, au-delà de l'investissement, c'est une question politique, parce que quand on commence à toucher l'institutionnel, dans ce cas, c'est une volonté d'État et pas forcément une volonté que d'investir ou encore de vouloir créer un modèle économique via tout simplement un modèle financier qui serait axé sur les énergies. Alors moi, je fais régulièrement des émissions avec des associations comme Sortir du nucléaire, la CRIRAD également, puis d'autres organismes qui nous disent que le nucléaire, ça nous coûte très très cher, et ne serait-ce que quand on parle de démantèlement, de démanteler une centrale nucléaire, c'est horrible. Pourquoi ne pas mettre cet argent justement dans ces nouvelles énergies ? Le problème est connu malheureusement et c'est un récurrent. Je dirais malheureusement et heureusement. Avec les technologies telles que le nucléaire, on est arrivé dans le cadre des recherches à alimenter un grand nombre de technologies et à arriver à un état en termes de, d'avancée technologique qui est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que on a une multitude de matériaux qui sont issus de cette recherche et de ce développement. Mais aujourd'hui, il est vrai que c'est devenu une vraie filière. Le nucléaire, notamment, fait vivre énormément de monde, prétend en tout cas à distribuer de l'énergie à un grand nombre de personnes, notamment dans les pays qui sont des pays tels que la France, les États-Unis ou encore d'autres pays qui ont cette capacité à produire de l'électricité via le nucléaire. En effet, et il faudrait qu'il y ait, une transition un petit peu plus volontariste de la part des gouvernements. Mais là, on rentre dans des politiques qui sont des politiques... on est dans de la macroéconomie à l'échelle des États, et on est dans des politiques qui sont, elles, des politiques où on a une grande partie de stratégie en termes de positionnement sur le cycle mondial qui rentre en jeu. Et les énergies renouvelables aujourd'hui sont capables et potentiellement capables de remplacer les énergies fossiles et le nucléaire. Maintenant, encore une fois, c'est une question de volonté, c'est une question d'investissement. Si les investissements sont faits d'une façon cohérente, je suis persuadé qu'une transition peut se faire, y compris au niveau de l'emploi, et qu'il y aurait peu de pertes d'emploi, ou en tout cas même de la création d'emplois dans le cadre d'une transition du nucléaire vers le renouvelable. Mais
pour l'instant, je ne veux pas dire que c'est une utopie en restant très terre à terre. C'est une possibilité qui est là sur le papier et qui est efficace et qui sera efficace et qui peut être mise en place. C'est les habitudes en termes d'économie et c'est surtout les positions en termes de géostratégie qui sont des positions, je dirais encore une fois, d'État qui, elles, font que eh bien, c'est beaucoup plus difficile à motiver et à modifier en termes, je dirais pas que d'habitude, mais en termes de position sur l'échiquier international. Oui, parce que c'est une nouvelle possibilité énergétique pourrait créer de l'emploi. Ça serait créateur d'emplois. On en parle souvent, hein. Oui, tout à fait. La création d'emplois est aujourd'hui, avec le renouvelable, la première plus-value que l'on pourrait apporter au sein de cette filière énergétique. Il y a une multitude de possibilités en termes d'installation, en termes de fabrication, en termes de recherche-développement, bureaux d'études ou dans le cas d'une application du renouvelable à grande échelle, il y aurait des emplois à créer. Et aujourd'hui d'ailleurs la filière ne se porte pas si mal que ça en termes d'emploi puisque les emplois, je ne parle pas en nombre, mais je parle en termes de plus-value. Les emplois qui a trait au renouvelable sont des emplois qui sont extrêmement, je dirais, bien ficelés au niveau de la qualité des personnes qui travaillent. C'est-à-dire un ingénieur est un ingénieur qui aura une maîtrise des flux, que ce soit on va parler de tout ce qui est aérien, par exemple les éoliennes, donc aura des notions en termes de climat, en termes de flux au niveau des océans, des rivières, etc. Et puis en même temps une formation en électricité, en ingénierie en ce qui concerne les systèmes et le monitoring. Enfin, je veux dire, ce sont des emplois qui sont vraiment qualifiés. Et en même temps, je dirais que à partir du moment où on a la capacité d'avoir des salariés qui ont une formation, on peut très facilement l'ouvrir sur des compléments de formation qui rentrent tout à fait dans le milieu des énergies renouvelables. Tout ça, ça permet effectivement de renouveler un intérêt dans une filière qui est méconnue aujourd'hui quand même, parce qu'on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de renouvelables, mais on n'a pas la notion de cette plus-value que peut amener le renouvelable. Et puis en même temps, c'est vrai que c'est créateur d'emplois. On marque une pause dans Destination Monte-Carlo, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Destination Monte-Carlo. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie de Destination Monte-Carlo, toujours en compagnie d'Éric Villalonga, président de la Chambre des énergies renouvelables et de l'écologie de Monaco. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas urgence? Parce que quand on voit que on enfouit des déchets comme ça un peu partout, quand on repense à tous ces incidents, ces accidents nucléaires, il paraît qu'il y en a 2000 d'après sortir du nucléaire par an, notamment en France. Quand on pense à Fukushima, à Tchernobyl, est-ce qu'il n'y a pas urgence aujourd'hui? Oui, il y a une urgence, bien sûr qu'il y a une urgence. On a une urgence qui est au-delà de l'écologie, on a une urgence en ce qui concerne notre organisation structurelle au sein de nos sociétés et comment est-ce qu'on se gère nous-mêmes et comment est-ce qu'on gère nos énergies. On a un problème avec l'agriculture, on a un problème en termes de volume, on a un problème avec l'énergie parce qu'il faut pouvoir produire plus et encore plus. On a un problème vraiment avec tout ce qui est vital. Je dirais c'est des nécessités qui sont qui rentrent à la base de notre fonctionnement. Et pour autant, aujourd'hui, on est encore dans ces vieux systèmes que j'évoquais à l'instant, qui sont des systèmes qui étaient des systèmes représentatifs dans le concert des nations et en fonction des applications géostratégiques que l'on peut avoir en ce qui concerne les influences que peuvent avoir certains États sur d'autres et certaines régions du monde sur d'autres régions du monde. Mais aujourd'hui, on est vraiment encore une fois, il n'y a pas qu'une transition énergétique, c'est une transition globale qui est en train de se passer. Et dans ce cadre-là, on devrait se positionner comme étant leader, mais pas que d'opinion, mais comme leader en ce qui concerne cette nouvelle façon, cette nouvelle approche que de voir notre avenir et que d'éviter ce genre de problème. Parce que vous mettez une centrale nucléaire sur un littoral face à une mer qui est, je dirais, qui est plus ou moins connue pour être dangereuse, avec des failles sismiques. Sincèrement, effectivement, c'est une notion qui ne regarde
regardé à l'époque, vous parlez de Fukushima, que le Japon, mais je veux dire, la potentialité d'accident était quand même présente et pouvait être pour autant évitée sur des politiques énergétiques à long terme. Le problème de nos organisations en termes, je dirais au niveau politique et au niveau structurel, au niveau des énergies, c'est que malheureusement, on a encore du mal à se projeter sur du long terme, car les économies sont extrêmement dépendantes les unes des autres, d'un État à un autre, d'une région à une autre région, et ce type de concurrence à l'international, parce que la globalisation amène aussi de la concurrence, amène également à des positions qui devraient être des positions en termes de politique généraliste, qui devraient être appliquées sur des temps restreints, et qui pour autant sont appliquées sur du long terme, parce que on n'a pas le temps de s'atteler à certains problèmes et qu'il faut toujours faire face à l'immédiateté. Quel est le point de vue du gouvernement princier sur la transition énergétique ? Le gouvernement princier soutient la transition énergétique à partir du moment où on peut lui faire des propositions. Le gouvernement princier, dépendant bien évidemment directement du prince souverain, est dans un schéma qui est celui de Monseigneur du Prince, c'est-à-dire un schéma qui est tout à fait motivé pour cette transition, pour la préservation de notre univers et de l'environnement écologique, grâce aux technologies qui sévissent aujourd'hui. Et je dirais que aujourd'hui, il y a une vraie, il n'y a pas de point bloquant, si ce n'est que effectivement, il faut dans tous les cas se plier et se mettre au diapason et de l'administration et des volontés qui sont aussi des volontés politiques en ce qui concerne ce type de mise en place de systèmes en énergie renouvelable. Alors on a parlé d'éoliennes, d'hydroliennes, de biomasse. Biomasse photovoltaïque. Est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités encore ? Il y a d'autres possibilités. La géothermie, par exemple, qui elle est une possibilité, en tout cas une technologie qui va chercher la chaleur, tout simplement, la production de chaleur dans les profondeurs du sous-sol. Il y a des possibilités qui sont aussi des possibilités émanantes des technologies dont on vient de parler. On parle de photovoltaïque, mais pour rester dans des émanations du photovoltaïque, il y a également les panneaux à concentration. Ce sont des loupes qui permettent, sur des cellules photovoltaïques, qui permettent d'augmenter la capacité, en tout cas la puissance à la sortie d'un panneau sur une intensité lumineuse qui serait bien plus importante grâce à cet effet de loupe et qui permettrait de pouvoir avoir une capacité en sortie en termes de production d'énergie, d'électricité qui soit plus importante. Il y a de tout, je dirais même que l'eau en elle-même est une capacité en ce qui concerne la production d'énergie, puisque il y a aujourd'hui des systèmes qui permettent de casser en tout cas les molécules d'eau, de séparer l'hydrogène de l'oxygène et de pouvoir créer des moteurs grâce à ce type de fonctionnement qui serait moléculaire, ou en tout cas à la hauteur d'atomes qui permettrait justement de mettre en place ce type de système. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans quelque chose qui est aussi, je dirais, aussi avancé en recherche et développement. C'est-à-dire que on a déjà eu, non pas du mal, mais on a déjà eu pas mal de démarches à faire pour que le photovoltaïque soit totalement accepté. L'éolien le devient, mais sur des, je dirais, on est sur des installations qui sont des grosses installations qui sont très souvent sur du front de mer ou même en pleine mer, avec des investissements qui sont lourds. Il faut savoir qu'il y a des mini-éoliennes qui existent aussi, qui peuvent être implantées en zone urbaine et qui sont capables de produire de l'électricité d'une façon assez importante à partir du moment où elles sont disséminées sur des axes de vent qui sont bien calculés. Mais voilà, il y a une multitude de possibilités et une arborescence de ces possibilités qui font que une vraie adaptabilité de l'énergie
renouvelable est possible au quotidien. Je dirais que ce qui nous manque le plus, c'est une vraie volonté, mais surtout une volonté politique. Destination Monte-Carlo. Alors vous travaillez avec des partenaires locaux? On travaille avec des partenaires locaux, en effet. Et de quelle manière et quel genre de partenaires? Alors les partenaires locaux sont très souvent des... alors je ne parlerai pas que de Monaco, puisque on a une influence qui est bien plus large que la principauté, mais notamment dans le cadre du département limitrophe des Alpes-Maritimes, nous avons des applications via les membres de la Chambre des énergies renouvelables et de l'écologie qui se proposent comme conseil ou comme intervenants dans le cadre de collectivités locales telles que des municipalités, telles que le département des Alpes-Maritimes, via le Conseil général. Et nous sommes présents également sur divers salons. Nous sommes présents aussi à l'international, via toujours la Chambre, sur des destinations aussi lointaines que le Kazakhstan ou encore sur des territoires africains, où nous sommes là en tant que Chambre énergie renouvelable à part entière, mais aussi en tant que conseil, et puis en tant que faiseur via les membres du syndicat. Alors j'ai vu une information passer concernant la société Hydroconcept Solar, en partenariat avec la Chambre de développement économique qui a organisé un colloque Monaco Solar 2011 sur les énergies renouvelables. Quels étaient les principaux objectifs de ce colloque? Alors les objectifs étaient de faire connaître le modèle économique du renouvelable à Monaco, tout simplement. C'est vrai que on a beaucoup parlé durant cette émission de la partie politique et de la volonté politique de mettre des systèmes en renouvelable en place, mais aujourd'hui il y a aussi un autre modèle qui a trait au modèle financier, c'est-à-dire que le renouvelable aujourd'hui, comme n'importe quelle énergie, a une plus-value en termes d'investissement, et le renouvelable, lui, est au même titre que les énergies fossiles, capable d'amener de l'énergie n'importe où dans le monde à partir du moment où les implantations sont effectives. Et ces implantations tombent sous le coup de montages financiers, ne serait-ce que pour acheter les panneaux, ne serait-ce que dans le cadre de la production d'électricité et surtout du rachat d'électricité, qui amène un modèle économique avec des prix qui sont en général garantis sur entre 15 et 20 ans. Et qui permettent à des investisseurs d'avoir un retour sur leurs investissements. Et je dirais aujourd'hui, c'est un modèle économique qui permet doter certains territoires avec du photovoltaïque ou de l'hydroélectrique, de l'éolien, sans être totalement tributaire de politique énergétique institutionnelle, et qui permettent, dans le cas de centrales plus ou moins importantes, d'avoir une levée de fonds pour pouvoir doter une exploitation agricole ou encore une entreprise qui travaille dans n'importe quelle industrie, y compris minière, d'avoir une indépendance en ce qui concerne la production d'électricité, et puis un modèle économique qui soit là à la clé pour pouvoir doter ce type d'implantation. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Oui, un message bien évidemment. Le message que j'aurais à amener serait, je dirais, très simple et très court en même temps. C'est ayez une attitude un peu plus écologique et voyez comment aujourd'hui vous avez l'habitude de fonctionner. Vous allumez la lumière chez vous, vous démarrez votre voiture, vous avez cette capacité de facilité en termes d'alimentation au niveau de l'électricité, mais sachez tout simplement que il n'y aurait aucune habitude qui changerait, si ce n'est que en amont, à partir du moment où vos politiques ont ça à l'esprit, il est possible d'avoir une capacité d'avoir exactement les mêmes facilités en termes de vie au quotidien, mais remplacées par de l'énergie verte. Et votre vie ressemblera à celle que vous avez aujourd'hui, mais il y aura beaucoup moins de pollution dans l'air, et je pense qu'on a tout à y gagner. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Oui, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Internet. Il y a différents sites, mais je vous en donnerai un qui reprend un petit peu tout ce que nous avons dit. C'est monaco greenenergy.com, qui
permet de s'informer sur les éléments, tous les systèmes que l'on a abordés aujourd'hui, et notamment sur ce qui se passe à Monaco. On le mettra en lien sur le site de la radio. Très bien, je vous remercie. Merci Eric Villalonga d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne et bon courage pour la suite. Merci à vous et merci d'avoir invité. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo.